prendre la parole. C'est, en premier lieu, c'est finalement comment faire autre chose de l'Europe, à peu près ça, d'accord. Deuxième question, est-ce réaliste ou possible de se débarrasser de l'Europe, entre guillemets, un Frexit, c'est à peu près ça. Et finalement, pour le boycott, quelle est la réalité sur le plan des pays européens de cette tendance au boycott? Donc, ça c'est. Et alors là, c'est malgré tout, le Parlement n'a-t-il pas une petite utilité? Voilà, on s'interroge là-dessus. Mesdames, j'ai bien résumé vos questions. Alors, qui prend la parole, Michel? Bon, moi, je veux bien répondre en 2 secondes, là, vraiment, sur la question, y aurait-il un élan formidable, même au niveau européen, pour le boycott? Moi, j'en sais rien, t'en sais rien, personne n'en sait rien, parce que personne ne sait ce qui se passe dans les autres pays de l'Union européenne. Oui ou non? Vous savez quels sont les... On ne sait pas. Non, mais on ne sait rien. On ne sait même pas on ne connaît même pas les sondages, par exemple, en Espagne, en Allemagne, en machin, etc. On ignore tout. Deuxièmement, les sondages français ne parlent jamais de la participation, du taux de participation. C'est-à-dire que quand ils interrogent 1500 personnes, ils disent qu'ils ont interrogé 1500 personnes et que les gens, ils vont voter soit ci, soit ça, soit ci, machin. Mais ils ne donnent pas le taux de participation. Ils ne disent pas s'il y a des gens qui veulent ne pas aller voter. Ils ne le disent pas, l'abstention, ils ne la citent pas. Jamais. Et moins ils la citent, plus vous pouvez penser qu'elle est importante. Ça, c'est clair. Troisièmement, qu'est-ce que c'est la différence entre l'abstention et le boycott? L'abstention, c'est de faire un constat. On ne peut quand même que constater qu'en France, le taux d'abstention a considérablement augmenté et à toutes les élections, y compris municipales, qui étaient les trucs si chéris de tout ça, que c'était pas possible de l'envisager et tout ça. Donc, c'est un sens politique. C'est un fait social, comme disait machin. Hein. C'est un impensé. C'est un fait social. C'est pas moi je vais pas voter parce que dimanche je vais chez ma grand-mère. Non, c'est parce que d'un seul coup ça traverse la société et ça traverse la société après notamment l'affaire des Gilets jaunes, le plus récemment. Et le sentiment qu'on ne peut plus rien faire, qu'on ne peut plus rien changer, que machin. Donc, c'est même pas la peine d'y aller, de toute façon, on aura la même chose. Il y a le jeu de l'alternance. Et la différence avec le boycott, c'est quoi? Ben, c'est qu'il y a des gens qui parlent et qui font une campagne politique. Ah, ils ne sont pas nombreux, hein. On n'est pas nombreux, mais on n'est pas tout seul. Il n'y a pas que le Parlement, même si c'est des petites organisations, alors que les souverainistes, ils sont chacun dans leur coin. Et il y en a, et ils ne font pas de campagne commune. Il y a Dupont-Aignan qui fait rien, il y a les patriotes de ceci, il y a machin. Chacun est dans son coin et il ne se passe rien de commun. Là, on dit, voilà, vous ne voulez pas voter aux élections, nous on ne veut pas voter, pourquoi on veut boycotter? Parce qu'on ne veut pas être complice. Et on rend ce truc-là politique. On dit c'est un choix, c'est pas parce qu'on est des branlus, c'est pas parce qu'on répond à rien. C'est pas parce qu'on se fait chier à dépenser des thunes pour aller faire des tracts et faire des réunions publiques et faire des vidéos. Donc on milite, c'est ça la différence entre le boycott et l'abstention. C'est un acte militant. Merci. Voilà. Cécile, à toi. Oui, deux choses. D'abord, Michel, je voudrais quand même nuancer un peu ce que tu as dit sur les pouvoirs du Parlement européen. Oui. Alors je suis d'accord avec le diagnostic. Hein. C'est pas un vrai Parlement. Et en tout cas, il n'a même pas autant de pouvoir que notre Parlement à nous, qui en a déjà plus beaucoup, sous la Ve République. Mais c'est faux de dire qu'il ne sert à rien qu'il n'a pas de pouvoir. C'est-à-dire qu'il est vraiment co-législateur dans un nombre de plus en plus important de domaines, et en particulier sur le budget de l'Union européenne, qu'il a déjà refusé plusieurs fois. Il a refusé. Donc, et le fait qu'il ne joue pas son rôle, c'est parce que, comme tu l'as rappelé, il ne représente rien, en fait, et il est complètement colonisé par deux grandes forces, le centre-gauche et le centre-droit, qui sont d'accord pour faire tourner la machine à fédéraliser au service des marchés.
Aussi, voilà. Donc il a des pouvoirs et malheureusement il s'en sert. Alors de temps en temps on s'en aperçoit parce qu'il vote un truc qu'on aime bien, mais la plupart du temps il vote toutes les saloperies qui vont dans le sens de l'Europe libérale. Alors sur la grande question comment on sort de là, c'est vrai que le Frexit est l'une des options, mais c'est l'une des options. Et je pense que la première étape, c'est vraiment qu'on fasse décanter le sujet. Parce qu'avant le Frexit, il y a déjà toutes les modifications constitutionnelles qu'on peut faire, toutes les actions qu'on peut mener au niveau européen par l'intermédiaire de nos gouvernements. Il y a énormément de choses qu'on peut faire. On peut, entre Français, modifier la Constitution, par exemple, pour qu'il y ait plus de référendums, pour que le Parlement français contrôle le gouvernement, parce que là, c'est quand même extraordinaire. Quand le gouvernement français va à Bruxelles négocier des directives avec le Parlement européen, il ne nous rend pas compte. Il n'a aucun mandat. Et parfois, on ne sait même pas ce qu'il a discuté dans les couloirs. Et après, il revient et dit « c'est pas moi, c'est Bruxelles ». Alors qu'en fait, quand on regarde dans le détail, il a voté, notre gouvernement a voté. Donc ça, on peut déjà, là, tout de suite, décider en révisant la Constitution que le gouvernement ne pourra pas aller voter quoi que ce soit à Bruxelles sans mandat, soit de l'Assemblée nationale, soit donné par référendum. Alors, l'autre chose sur le comment en sortir, il y a des facteurs internes, il y a des choses qu'on peut faire, et puis il y a des facteurs externes, c'est-à-dire que, on en discutait tout à l'heure avec certains d'entre vous, il y a des tensions très fortes, contrairement à ce que prétend Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, à l'intérieur de l'Union européenne en ce moment. Ursula von der Leyen nous présente l'Europe unie, qui va aider l'Ukraine, qui s'est unie face à la pandémie, etc. En surface, il y a des choses, effectivement, mais en dessous, il y a énormément de tensions entre l'Allemagne et la France, entre la Pologne et l'Allemagne, entre les pays baltes et les Espagnols, parce que l'addition est très élevée, et de plus en plus élevée pour les peuples et pour les gouvernements, et que des États qui étaient ultra-européens comme l'Allemagne, ils commencent à être tiraillés de l'intérieur, parce que l'économie est en berne, ils sont en récession, que les agriculteurs sont descendus dans la rue. Donc il y a énormément de tensions dont on ne sait pas comment elles vont se résoudre. Il y a une option qui est la résolution par l'extrême droite, qui recrée de l'unité artificiellement, mais on peut aussi entrer dans des processus plus révolutionnaires où les tensions jouent leur rôle pour faire éclater le système. Et puis il y a le facteur extérieur, c'est-à-dire la géopolitique. Si ça continue de se dégrader aux frontières de l'Europe avec l'Ukraine, si ça continue de se dégrader au Proche-Orient, immanquablement ça va avoir des répercussions sur l'Union européenne. On va pouvoir être à l'extérieur de ça. Et il se peut très bien aussi que la machine saute parce qu'elle n'est pas capable de s'adapter à la nouvelle géopolitique. Et là, on voit bien qu'une partie des Européens, Michel citait la Pologne, mais il y a la Hongrie, il y a des pays qui ont des visions différentes des relations internationales. Regardez ce que fait l'Espagne en ce moment, qui prend la tête des pays pour la reconnaissance de la Palestine, soutenue par l'Irlande, une alliance un peu improbable quand même. Donc, il se peut que la pression des événements produise un effet trop fort sur l'Union européenne et qu'elle éclate. Parce que là, ils ont maintenu l'unité avec leurs 13 trains de sanctions contre la Russie sur des choses qui sont très, très minimales. Ils ont créé un monstre. C'est facile de se dire face à un monstre, mais une politique étrangère, c'est pas ça. C'est plein de décisions en matière économique, en matière politique, des rapports avec des dictatures, des traités commerciaux, le droit de la mer, l'ONU, etc. Et ça ne va pas se décider à la majorité qualifiée, c'est pas possible. Il faut créer vraiment de la pensée.